Bonjour, je m'appelle Frédéric Mercier. Vous me connaissez peut-être, je suis chroniqueur au Cercle sur Canal+. Et je viens vous parler aujourd'hui de nourriture au cinéma. Depuis la naissance du cinéma, on a toujours voulu filmer l'homme en train de manger, la nourriture au cinéma. Pensez que parmi les 10 premières vues des frères Lumière, en 1895, il y avait le déjeuner de bébé. Auguste Lumière avait filmé sa fille, André, en train de se nourrir. Le cinéma revêt immédiatement donc une dimension à la fois documentaire et comportementaliste. Regardez l'homme en train de se nourrir. Qu'est-ce que ça signifie? Si bien que le cinéma burlesque lui-même va prendre en charge énormément ce corps nourri, ce corps qui se nourrit sans cesse pendant les années 10, pendant les années 20. Charlie Chaplin, pensez dans La Ruée vers l'or, par exemple, affamé, le corps transi, le corps affamé, est en train de manger une chaussure pour essayer de subvenir à sa faim. Si bien qu'à partir des années 30, une nouvelle donnée apparaît. Comme le cinéma devient parlant, il faut trouver des auteurs, et généralement des écrivains, pour écrire les dialogues. Et on se met immédiatement à inventer, on va dire, la scène matricielle du cinéma français, la scène de repas. La scène où des personnages, des convives, sont organisés autour d'une table. Organisés autour d'une table comme on est organisé sur une scène de théâtre. Si bien que le cinéma va se diviser à partir de ce moment-là en deux types de films de nourriture. D'un côté, vous aurez les films de repas, les films où on est autour de la table, on va y revenir, et d'un autre côté, les films où on prépare à manger, les films qui se passent dans la cuisine. D'un côté, les films côté cour, de l'autre, les films côté jardin. Et on va retrouver ça au fur et à mesure des décennies, jusqu'à des films qui sont devenus des emblèmes, on va dire, du cinéma de repas, comme Un air de famille de Cédric Klapisch, ou La bûche de Thomson, qui était aussi un film exactement organisé sur cette idée des gens autour d'une table. Oh. Alors arrête de pleurer, c'est de la sensiblerie maintenant. Je suis désolée. Oh, j'ai trop bu, j'ai pas l'habitude. Oh. Encore une laisse? Et non, c'est un collier, chérie. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Non, c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. Réaliser un film qui se passe autour d'une table ou une grande scène autour d'une table, cela permet d'obtenir une unité de lieu, une unité de temps, et une unité d'action. Vous êtes véritablement comme au théâtre. Vous avez le personnage qui est derrière sa table, tous ceux qui sont autour d'elle, et on aura généralement des plans plutôt moyens ou larges pour que tous les personnages soient dans le cadre avec elle. Cette année, j'avais envie de faire un truc un peu design, une bûche, assortie au décor. Tout or et blanc cette année. J'en ai marre du rouge et vert. Tu pourrais faire une bûche genre riolet, huître et pistache. Un truc vraiment... C'est design, ça, non? Arrête, ouais. On laisse. C'est de la dépression aussi. Ce qui est ingénieux dans La bûche, c'est qu'on attend sans cesse cette scène et que cette scène recule à mesure que le film avance. Si bien que ce qu'on va regarder pendant tout le film, c'est plutôt la façon dont les personnages sont en train de s'organiser, de régler leurs affaires en amont, avant le fameux dîner attendu. Si bien que le programme de La bûche n'est pas exactement celui auquel le spectateur s'attend. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Avec mes économies, je me suis payé un aller simple pour Paris. Je crois que j'en voulais vraiment, mais le succès est venu trop vite et j'ai pas tenu le coup. Maintenant, il est temps de parler des fameux films où on prépare à manger. Filmer les cuisines, filmer les coulisses, permet souvent de mettre en avant des personnages qui sont souvent invisibles dans ces fameuses fictions où on est autour d'une table. À partir des années 2000, et peut-être par l'avènement de la cuisine spectacle, le cuisinier va gagner de plus en plus d'importance. Il va devenir véritablement un héros de fiction. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, en mettant en scène cet héros de fiction, on peut enregistrer les changements survenus dans la société à travers lui. De la part du trou duc de la 7, il vous demande si vous avez déjà vu un steak saignant. Assez saignant pour
Ça va pas, vous êtes malade? Si vous regardez également des films, par exemple, japonais, comme Les saveurs du ramen, ou par exemple Les délices de Tokyo, vous verrez qu'on filme la nourriture comme des paysages. On filme la nourriture comme, on va dire, des ornementations qui viennent saturer le cadre de leur couleur, de leur équilibre, de leur harmonie. Enfin, évidemment, comment ne pas évoquer deux films en vitesse? Le premier, c'est Le charme discret de la bourgeoisie de Louise Buñuel. C'est véritablement le film de repas absolu. Il y a une scène incroyable dans ce film où ils se mettent autour d'une table, ils vont commencer à manger, et alors, autour d'eux, le rideau s'ouvre et ils se retrouvent sur des tréteaux, car manger en société, c'est jouer la comédie. Enfin, peut-être le film le plus célèbre sur la nourriture, La Grande Bouffe. La Grande Bouffe est un film qui cumule, on va dire, toutes les vertus, toutes les qualités de tous les cinémas dont on a parlé. C'est un film où les personnages préparent à manger, c'est un film où les personnages sont en train de manger, c'est un film où les personnages jouent entre eux une sorte de lutte des classes invisible, puisque le film est une critique évidemment de la surconsommation, et c'est aussi une tragédie, puisque ce sont des personnages qui choisissent à un moment donné d'utiliser cette nourriture, d'utiliser le goût de la vie pour pouvoir mettre fin à leur jour. Si vous regardez bien tous les films, à peu près tous les films, même toutes les séries, qu'est-ce que vous remarquerez? Il y a toujours une scène de repas. Il y a même presque toujours une scène où un personnage est en train de parler alors qu'il est en train de manger ou alors qu'il est en train de préparer quelque chose. Car c'est au moment du repas, c'est au moment de la libation, c'est au moment où on va se mettre à table, au moment où on est à table, que les personnages se libèrent, que les personnages vont peut-être réussir à parler, ou peut-être que le cinéaste va réussir à montrer l'impossibilité pour les personnages de s'exprimer et de communiquer ensemble. Donc finalement, on pourrait penser que si la scène de repas, je disais tout à l'heure, est une sorte de matrice du cinéma, eh bien peut-être que la nourriture est à l'origine et à l'essence de tout le cinéma.